Et il est le suivant, la valeur du travail. Donc vous avez vu que j'ai mis le plan en début du chat. La valeur du travail, c'est-à-dire ce que vaut le travail. C'est pas la valeur au sens moderne du terme, des principes. Oui, on a des valeurs, c'est-à-dire qu'on a des bonnes références, de bons principes. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Là, c'est la valeur, qu'est-ce que vaut le travail. Alors, dans la valeur du travail, il y a évidemment le coût. Hein, qu'est-ce que ça coûte à l'entreprise, à la société, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres considérations que nous allons voir dans le cours de la conférence. Alors bonjour aux nouveaux venus. Merci de couper les micros, enfin je vais le faire. Voilà. Alors, est-ce que j'enregistre la conférence? Oui, la conférence est enregistrée, il n'y a pas de problème. Je la mettrai sur mon site, enfin sur mon cloud. Alors, l'introduction données surnaturelles. Les références qui reviendront le plus en dehors de l'évangile de saint Thomas d'Aquin, c'est ces deux encycliques du pape Léon XIII et du pape Pie XI. Ce sont vraiment les deux documents pontificaux qui font référence en cette matière de doctrine sociale de l'Église. Alors, les données surnaturelles, d'abord, dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. Et Saint Luc chapitre 10, l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez que dans l'un et l'autre évangile, on fait l'équivalence entre la nourriture, le principe de la subsistance, et le salaire. Les deux sont liés. Le salaire a pour but de nourrir l'ouvrier. Saint Paul le dit de manière négative, mais cela revient au même. Deuxième épître aux Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. Donc d'une part, le travail doit faire vivre, d'autre part, la vie qu'il faut gagner par le travail. Les deux vont de pair. Travailler, dira donc Léon XIII dans Rerum Novarum, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Et encore, si l'homme met à la disposition des autres ses forces et son industrie, ce n'est pas évidemment pour un motif autre, sinon pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Et il attend de son travail non seulement les droits au salaire, mais encore un droit strict et rigoureux d'en user comme bon lui semblera. Oui, parce que non seulement le salaire appartient à l'ouvrier de droit, mais en plus, l'usage du salaire. Hein, il n'est pas question que le chef d'entreprise ou l'employeur, quel qu'il soit, ait un droit de regard sur l'usage du salaire. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe là? Merci. Bon, nous pouvons continuer. Autre leçon que nous pouvons dégager des différents textes du magistère, c'est que le salariat comme tel n'est pas illégitime. Au contraire, ce mode de travail correspond parfaitement à la dépendance et à la subordination mutuelle des hommes en société. Léon XIII ne considère pas seulement cette légitimité comme une prémisse tacite de tout son enseignement, mais il dira explicitement que le titre de propriété créé par le travail en louage est incontestable. Celui qui loue son travail a droit légitimement à un salaire, et non pas, comme prétendent les socialistes, à l'objet sur lequel son travail a été appliqué, ni à la totalité pure et simple du produit du travail. Donc l'ouvrier n'a pas de droit
sur l'outil de production, il n'a aucun droit sur l'entreprise, oui. Il n'a aucun droit sur les objets qui sont vendus et qui sortent de l'entreprise. Tout ça ne lui appartient pas. La seule chose qui lui appartienne, en droit, c'est son salaire. Pie XI, à son tour, dans son encyclique Quadragesimo Anno, donc pour les 40 ans, le 40e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, n'a pas manqué de s'élever contre ceux qui prétendent que tout le produit et tout le revenu, déduction faite de ce qui exige l'amortissement et la reconstitution du capital, appartient de plein droit aux travailleurs. Et ça, sont des théories socialistes. Cette erreur est certes moins apparente que celle de certains socialistes qui prétendent attribuer à l'État, ou comme ils disent, socialiser tous les moyens de production. Oui, dans le socialisme, il y a des degrés. Oui, on peut aller du socialisme libéral au communisme rigoureux. Vous voyez, il y a tous les degrés. Mais de toute façon, ces doctrines se fondent sur des faux principes. Donc cette opinion n'en est que plus dangereuse et plus apte à surprendre la foi trop confiante des esprits mal avertis. C'est un séduisant poison. Beaucoup se sont empressés de l'absorber, qui n'eût jamais réussi à égarer un socialisme franchement avoué. Donc le socialisme, vous aurez noté, sous la plume de Pie XI, est un poison. Et un poison qui rend fou. Parce que quand on boit le poison du socialisme, eh bien, on devient fou à plus d'un titre. Relevons encore, écrit Pie XI, toujours dans Quadragesimo Anno, la profonde erreur de ceux qui déclarent essentiellement injuste le contrat de louage de travail et prétendent qu'il faut lui substituer un contrat de société. Ce disant, il faut en effet gravement injure à Léon XIII, car l'encyclique Rerum Novarum non seulement admet la légitimité du salariat, mais s'attache longuement à le régler selon les normes de la justice. Parce qu'évidemment, la question du salaire tombe sous l'éclairage de la vertu de justice. Déjà, saint Thomas d'Aquin avait pu noter que lorsqu'un homme travaille pour le compte d'un autre, celui-ci contracte une dette vis-à-vis de celui-là. Il devient son débiteur dans la mesure de la valeur du travail, et cette transaction tombe sous les principes de la justice commutative. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs justices, et si vous ne le savez pas, bien notez-le. Ce n'est pas l'objet du propos d'aujourd'hui, certainement que nous y reviendrons plus tard. La justice se divise en justice commutative et en justice distributive. Donc là, entre deux personnes, si vous voulez, on a affaire à la justice commutative. Que le salariat donne l'exemple d'abus scandaleux quand sont violées les règles de cette justice, c'est là une évidence. Il n'en reste pas moins que comme tel, le salariat est légitime. Ce n'est pas parce que certains patrons abusent, que certains patrons exploitent de manière éhontée le travail des ouvriers, que cela rend le principe même du salariat illégitime. Oui. Donc, merci de ne pas reconnecter les micros. Si c'est déconnecté, c'est pas pour que ça soit reconnecté, sinon après, il y a de l'écho. Merci. Nous verrons plus loin quelles précautions peuvent être prises pour qu'il demeure dans une juste voie. Mais d'ores et déjà, les malédictions ont été lancées contre les mauvais patrons qui ont frustré quelqu'un du prix de son labeur. Alors, il faut rappeler, effectivement, à un juste titre, que retenir le salaire des ouvriers, eh bien, mérite les malédictions divines. C'est un crime qui crie contre le ciel. Saint Jacques, dans son épître, dit ceci: « À vous maintenant, riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. » Dans son épître, chapitre 5. « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous,
et comme un feu dévorera vos chairs. Merci. Bon, là, il y a plein de bruit de fond, là. S'il vous plaît, Christophe, il faut pas ouvrir le micro, merci. Voici qu'il crie contre vous le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Voilà la citation de Saint Jacques qui explique cette réalité que le salaire retenu crie vers le ciel, vengeance aux oreilles du Seigneur. Non seulement il est recommandé de payer intégralement ce qui est dû, mais la Sainte Bible prend soin de recommander une scrupuleuse célérité dans les versements du salaire. Dans le livre de Tobie, Tobie dit à son fils, « Quand un homme aura fait pour toi un travail, paye-lui aussitôt son salaire et que le salaire du mercenaire ne reste pas un seul instant chez toi. » Autre principe du salaire, le principe d'inégalité. Les anciens qui gouvernent bien, écrivait saint Paul à Timothée, sont dignes d'être doublement rémunérés principalement à ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 à Timothée chapitre 5. Le principe du salaire égal pour tous sera donc rejeté. Bon, alors là, il y a de l'écho. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent par téléphone. S'il y en a qui écoutent par téléphone, donc il y a des professions dites libérales qui supposent un plus grand travail de préparation qui n'a jamais été rémunéré et qui exigent un grand nombre de qualités acquises durement et qu'il faut entretenir tous les jours. C'est justice de les rétribuer plus largement. C'est évident que de longues études qui coûtent cher, qui demandent énormément d'efforts, de travail, doivent être rémunérées beaucoup plus que des métiers qui demandent très peu de réflexion et très peu de préparation. D'autre part, précise saint Thomas d'Aquin, il est à considérer que dans toute œuvre d'art, celui-là est le meilleur qui règle la chose à faire et qui est le maître de cette œuvre ou l'architecte. Aussi, dans la construction d'édifices, on donne un plus grand salaire à celui qui règle ou ordonne l'édifice, quoiqu'il ne fasse rien de ses propres mains, qu'aux ouvriers et aux manœuvres qui dégrossissent, travaillent le bois et taillent les pierres. Donc ça, c'est un principe évident. Quand on a le sens de la justice, eh bien que ceux qui sont au sommet de la hiérarchie pour organiser, pour planifier, pour diriger, eh bien doivent être rémunérés beaucoup plus que celui qui exécute. Ces principes posés dans l'introduction, nous voyons la première partie, opinion libérale et opinion marxiste. Selon l'école libérale, est juste le salaire librement accepté par l'ouvrier de la part d'un patron qui l'a librement embauché. Donc le grand principe évidemment de l'école libérale, c'est la liberté totale de fixer le salaire pour le patron et la liberté pour l'ouvrier d'accepter ou de refuser ce salaire. Le contrat étant libre des deux côtés est juste par le fait même. Donc la définition libérale de la justice, c'est le fait que le contrat est libre des deux côtés. Mais justement, la justice ne réside pas plus dans la liberté que dans l'égalité. C'est autre chose que la liberté et autre chose que l'égalité. Ainsi, Léon XIII ne manque-t-il pas d'intervenir, que le patron et l'ouvrier fassent dans de belles conventions qui leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté. Il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Donc, la liberté, là,
n'existe pas, elle doit se plier à la justice. Que si, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures que d'ailleurs il ne lui est pas possible de refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. C'est sûr, c'est que entre mourir de faim et avoir un salaire de misère, beaucoup d'ouvriers vont accepter le salaire de misère. C'est pas pour ça que c'est juste. Bien plus, au regard de ses propres principes, la théorie libérale ne tient pas. La liberté du patron, qui a le choix entre des centaines d'ouvriers, n'a rien de comparable à la liberté de l'ouvrier qui accepte tel salaire plutôt que de mourir de faim. L'un est libre, l'autre ne l'est pas. Ainsi, c'est là un point très important sur lequel nous allons revenir. Avec le libéralisme, la dure loi de l'offre et de la demande ne commence pas à jouer seulement à la sortie de l'usine, à l'embauche de la main-d'œuvre. La dure loi de l'offre et de la demande ne commence pas à jouer seulement à la sortie de l'usine lors de la vente des produits. Elle est instaurée à l'entrée de l'usine, à l'embauche de la main-d'œuvre. Autrement dit, elle ne joue pas seulement à propos de la vente des objets, elle dirige en souveraine maîtresse le sort des travailleurs eux-mêmes. Pour le libéralisme, le travail n'est qu'une marchandise. La main-d'œuvre n'est qu'un simple matériel humain. Ainsi, pour eux, les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines qui fournissent une certaine quantité de force productive et qui exigent en retour certains frais d'entretien et de renouvellement. Alors, vous voyez, le patron libéral considère que ses ouvriers ne sont que des machines qu'il faut entretenir par la force des choses si on veut que l'entreprise tourne. Avec une telle mentalité, les ouvriers ne tiennent pas 30 secondes la concurrence avec des robots. Parce que le robot, lui, il travaille 24 heures sur 24, il ne travaille pas 8 heures par jour. Il ne travaille pas 35 heures, vous comprenez? Il travaille jour et nuit, toute la semaine, le samedi, le dimanche et tout, et jamais de vacances. Il suffit de l'entretenir de temps en temps, de faire de la maintenance, mais ça coûte beaucoup moins cher au patron que d'entretenir des ouvriers humains. Donc, dans le système libéral, c'est à terme la disparition de tous les ouvriers, remplacés par des robots. Et dans cette conception libérale, évidemment, le travail lui-même n'est qu'une marchandise, soumise à la loi de l'offre et de la demande, donc tout à fait fluctuante. Selon les apparences, mais selon les apparences seulement, cette formule peut apparaître vraisemblable. L'ouvrier ne vend-il pas son travail au patron pour le salaire qu'il en reçoit? Bien plus, pour établir le prix de revient d'un objet, le patron n'est-il pas obligé de tenir compte de la valeur du travail qu'il faut pour l'accomplir? Mais la question qui se pose, quelle est la valeur du travail? C'est tout le sujet de cette conférence. Quelle est la valeur du travail? Le prix d'un objet est-il donc rigoureusement proportionné à la quantité ou à la qualité du travail qu'il a fallu pour le faire? À cela, Karl Marx répond oui. Le prix d'un objet, c'est le prix du travail qu'il a fallu pour le faire. Cette affirmation est totalement absurde. Le travail n'est pas la substance de la valeur, parce que le prix d'un objet n'est pas que le prix du travail qu'il a fallu pour le faire. Il y a bien d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour établir la valeur d'un objet. Le travail n'est qu'un élément parmi d'autres. Voyez, le propriétaire d'une vigne aura beau s'évertuer à la travailler, il ne parviendra pas à vendre son vin si sa vigne est mauvaise ou médiocre. Il n'arrivera pas à vendre son vin aussi cher que celui récolté
avec peut-être beaucoup moins d'efforts, par le propriétaire d'une vigne de Bourgogne ou de Bordeaux. Voilà. Donc la quantité de travail ne détermine pas la valeur de l'objet vendu. Dès lors, une vérité apparaît évidente, c'est que le prix d'un objet peut varier à l'extrême, sans que le travail nécessaire à sa fabrication ait subi, lui, le moindre changement. Le facteur travail, qui est le facteur humain, risque d'être continuellement secoué par les vicissitudes du marché. On en sait quelque chose en ce moment, hein, quand la bourse dévisse et plonge, vous voyez, ce n'est pas pour cela que le travail, lui, a changé en quoi que ce soit. Donc il faut bien dissocier les deux. Puisque le prix d'un objet peut varier sans que change le travail nécessaire à sa fabrication, on comprendra que la juste rémunération du travail ne puisse être abandonnée aux variations capricieuses des marchés. Autrement dit, une chose dont la valeur change sans cesse ne peut être considérée comme le juste prix d'une chose qui, elle, ne change pas. Et c'est bien l'inverse que préconise le libéral. Il s'en remet aux fantaisies de cette concurrence pour assurer la juste rétribution des efforts sensiblement constants du travail. Qu'est-ce qui se passe là? Deuxième partie, caractère social du travail. Le travail n'est pas la fin de l'homme, il n'est qu'un moyen. On travaille pour vivre, disons pour gagner de l'argent, lequel à son tour permet aux travailleurs de vivre et de faire vivre leur famille. Assurément, écrit Pie XI, toujours dans la même encyclique Quadragesimo Anno, les autres membres de la famille, chacun suivant ses forces, doivent contribuer à son entretien. Mais il n'est aucunement permis d'abuser de l'âge des enfants ou de la faiblesse des femmes. C'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison et parmi les occupations domestiques, qu'est le travail des mères de famille. C'est donc par un abus néfaste qu'il faut à tout prix faire disparaître que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent, avant tout l'éducation des enfants. Donc Pie XI rappelle qu'il n'est absolument pas normal que les femmes, que les mères de famille, que les épouses soient obligées d'aller travailler. Donc je disais qu'il est absolument injuste et anormal que les épouses soient obligées d'aller travailler pour compenser le manque de salaire de leur mari. Dans le salaire de l'ouvrier doit être inclus toute sa famille. Donc les salaires doivent être proportionnés à l'étendue des familles. Plus on a d'enfants, plus on doit gagner de l'argent pour faire vivre en justice, ses enfants. Alors qu'aujourd'hui, dans notre société individualiste, un salaire est calculé sur les besoins d'une seule personne, de l'ouvrier qui travaille. Peu importe qu'il ait 10 enfants ou qu'il soit célibataire, hein, tout le monde a le même salaire. Et ça, c'est profondément injuste. Disons que le travail a un caractère éminemment social. Non seulement au niveau de la famille, comme on vient de le voir, mais au niveau même de la société tout entière. Où en serait la société si chacun labourait son petit champ, s'il fallait que chacun bâtît sa maison, fît ses habits, si chacun était réduit à lui seul et aux seules productions du petit terrain qui l'environne? De quoi vivrait l'habitant des terres qui ne produisent pas de blé? Le moindre paysan jouit d'une foule de commodités rassemblées, souvent de climats fort éloignés. Je prends le paysan le plus mal équipé, 1000 mains, peut-être 100 000 mains, ont travaillé pour lui, surtout aujourd'hui. Donc en fait, chacun dépend, dans sa spécialité, de tout le travail des autres membres de la société.
Autrement dit, dans la mesure où il profite à la société tout entière, le travail de chacun devient un véritable service social. Par une saine organisation de l'économie, il importe donc d'assurer à chaque travailleur ce bien-être du foyer qui reste le but ordinaire du travail humain. C'en est donc fini de considérer les travailleurs comme des machines. Nous ne sommes plus en présence d'individus anonymes. Chaque ouvrier devient pour nous une personne, c'est-à-dire un être humain, qui porte un nom, qui occupe un rang dans l'échelle sociale, qui a tel ou tel besoin et qui rend tel service à la communauté. Vous voyez, dans la notion de personne, vous voyez, il y a, en même temps que l'individu, bon, l'individu c'est le noyau, si vous voulez, c'est la base, mais quand on parle de la personne, c'est un individu avec toutes les relations qu'il entretient avec les autres membres de la société, à commencer par sa propre famille, mais pas que, avec ses amis, avec son entreprise, avec son réseau social. Voyez, c'est ça la personne. C'est tout cet ensemble-là. Or, le prix de ce service rendu à la société par un travail constant, il importe qu'il ne soit pas abandonné à la fantaisie anarchique des fluctuations du marché. Oui. Là, on a énoncé 2-3 principes là, absolument fondamentaux qui ont été vraiment méthodiquement massacrés par la société libérale dans laquelle nous vivons. Troisième partie, la rémunération des travailleurs. Travailleurs, je vous rappelle donc, qui sont des personnes humaines. La société libérale dans laquelle nous vivons est une société de machines. C'est-à-dire que les individus sont considérés comme des machines. Dans la société catholique, les travailleurs sont des personnes humaines qui doivent être respectées. Il s'agit en effet de rémunérer les travailleurs et non pas de rémunérer le travail. Alors ça aussi, c'est fondamental. Dans une société catholique, on est concret, on est réaliste, on tient compte de la réalité. Dans une société libérale, on est abstrait. Enfin, toute société est révolutionnaire, qu'elle soit libérale ou marxiste d'ailleurs. On est dans les abstractions, dans les généralités. Voyez. On va être au service de l'homme. Je suis désolé, les catholiques ne sont pas au service de l'homme. Ils sont éventuellement au service des hommes ou de certains hommes, mais pas de l'homme. Comme dirait, je ne sais plus quel auteur du XXe siècle, je n'ai jamais rencontré l'homme dans la rue. J'ai rencontré des hommes, j'ai jamais rencontré l'homme. Ça, ce sont des abstractions idéalistes des révolutionnaires. Donc le travail est une abstraction qui peut fort bien se passer de salaire. On ne saurait en dire autant des travailleurs. Il est normal que l'idéalisme libéral, dans sa haine du concret, pense au travail et oublie les travailleurs. Mais nous, les catholiques, c'est de l'homme au travail, de l'homme tout entier que nous nous occuperons, et les diverses distinctions que nous nous permettrons de faire auront pour unique but une compréhension plus parfaite des nombreux éléments qui composent ce tout indivisible. Léon XIII avait déjà opportunément observé que la détermination du juste taux du salaire ne se déduit pas d'une seule, mais de plusieurs considérations. Pour fixer la juste mesure du salaire, dit-il, il y a de nombreux points à considérer. Donc, il s'agit bien, comme dit le pape Léon XIII, de fixer la juste mesure du salaire. Il y a des salaires injustes, soit dans le trop peu, soit dans le trop. Vous voyez, gagner 60 000 euros par mois, c'est totalement injuste et injustifié. Gagner 400 euros par mois l'est tout autant. Tout est une question de mesure.
Sans doute, il est plusieurs manières de classer les nombreux éléments dont il faut tenir compte pour établir un juste salaire. Il y a cependant des subdivisions qui embrassent l'essentiel. Et d'abord, écrit Léon XIII, le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Il faut d'abord que l'ouvrier puisse vivre. L'ouvrier, avons-nous vu, mérite sa nourriture. Nous ne nous intéresserons qu'ensuite au genre de travail qu'il fait, à la façon dont il le fait, avec négligence ou avec goût. Et en dernier lieu, nous nous inquiéterons de ses besoins plus personnels, charges de famille par exemple. Donc le premier élément qui va rentrer dans cette mesure du juste salaire, c'est le fait que le salaire doit être destiné à assurer la subsistance d'un homme normal, compte tenu des charges de famille et de sa spécialité professionnelle. Ce minimum sera appelé à changer selon le temps et les lieux, suivant l'indice du coût de la vie. Donc, qu'est-ce qui détermine, j'allais dire, le salaire minimum vital ou le salaire de base? C'est l'indice du coût de la vie. Alors attention, j'attire votre attention sur cet indice du coût de la vie. Parce que aujourd'hui, c'est l'INSEE qui donne cet indice du coût de la vie. Peu importe les opinions, je dirais, non catholiques du personnage, vous avez quand même un des membres, non pas de l'INSEE, mais j'ai oublié la démographie, là, l'Institut démographique, l'INED, je crois que c'est ça, l'INED. Emmanuel Todd, bon, c'est un homme de gauche, mais il a une critique tout à fait pertinente de l'indice du coût de la vie produit aujourd'hui par l'INSEE. Alors je vous laisse aller écouter Emmanuel Todd parce que ça c'est pas mon domaine. Il faut écouter les gens qui sont spécialistes de ces questions-là. Ils vous décortiquent, ils vous démontent l'indice du coût de la vie pour vous montrer que c'est absolument n'importe quoi. Enfin, cet indice ne correspond strictement à rien dans le réel pour les ménages et les familles aujourd'hui. Donc il faut recalculer tout ça, si vous voulez, de manière réaliste par rapport au caddie de la ménagère tel que la ménagère le remplit et non pas selon les critères de l'INSEE. Je ferme ma parenthèse. Deuxième élément pour constituer le juste salaire, il faut respecter la diversité, les besoins particuliers à chaque métier ou à chaque profession. Il est naturel que les salaires diffèrent de métier à métier. Cette diversité tient à plusieurs causes, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui par rapport à la retraite la pénibilité du travail. Et c'est normal que des métiers qui exigent beaucoup d'efforts ou qui ont des nuisances sur la santé très importantes, eh bien, soient compensés par un salaire proportionné. De même, la longueur de l'apprentissage pour faire certains métiers. Plus la longueur dure dans le temps, donc retarde, si vous voulez, un salaire normal pour se former, plus le salaire futur doit être important. Bon, il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais je pense que ces deux-là vous montrent, vous voyez, qu'il n'y a pas que la valeur stricte de la chose produite. Il faut faire entrer dedans différents éléments. Troisième élément à ajouter à ce salaire minimum vital, c'est un élément qui tiendrait compte des aptitudes personnelles et du rendement individuel de chacun. Ce supplément tiendrait compte, en fait, du rendement individuel et il sera le prix de la conscience professionnelle, de l'honnêteté, du courage et du goût du travailleur.
Bon, c'est ce qui est appliqué dans beaucoup d'entreprises, même aujourd'hui, ça c'est monnaie courante, le système des primes. Évidemment que plus un ouvrier ou un employé va rapporter à l'entreprise, plus il sera récompensé par des primes que n'auront pas les autres qui ont fait moins ou pas du tout. Oui. Donc, cet élément-là, en général, il est assez bien pris en compte. Quatrième élément, eh bien, ce sont des allocations diverses, suppléments pour charges de famille ou autres. On peut imaginer deux ouvriers ayant droit au même minimum vital, à la même rémunération professionnelle, également vaillants l'un et l'autre, pourraient avoir droit au même supplément pour rendement individuel, c'est-à-dire avoir les mêmes primes, mais si l'un est chef de famille et que l'autre est célibataire, n'est-il pas juste et naturel que soit aidé par une allocation celui qui a pour mission de nourrir 4 ou 5 bouches tous les jours? Cette liste des éléments qui s'ajoutent au salaire minimum n'est pas exhaustive. Ce sont les circonstances de temps et de lieu qui peuvent en ajouter bien d'autres. Mais d'ores et déjà, il est facile d'entrevoir les avantages de ce qui vient d'être dit. C'est ce qu'on pourrait appeler le salaire à composantes multiples. Cela présente des avantages de souplesse et d'extrême précision. Pie XI nous apporte de précieuses recommandations, toujours dans la même encyclique, je ne la recite pas à chaque fois, c'est toujours la même. Nous apporte de précieuses précisions, plus particulièrement à l'usage des temps de crise que nous traversons. Et puis celle-là, elle est costaud. Elles nous rappelleront qu'en ce chapitre, on ne saurait méconnaître impunément la situation des entreprises et les exigences du bien commun. Dans la détermination des salaires, on tiendra compte des besoins de l'entreprise et de ceux qui l'assurent. Il serait injuste d'exiger d'eux des salaires exagérés qui ne seraient supportés sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Évidemment, on ne peut pas, exiger des augmentations, voyez, déraisonnables. Il faut que les augmentations ne mettent pas en péril l'entreprise. C'est évident. Bon, il y a encore un micro d'ouvert. Donc, dans la détermination des salaires, écrit Pie XI, on tiendra compte des besoins de l'entreprise et de ceux qui l'assurent. Il serait injuste d'exiger d'eux des salaires exagérés qui ne seraient supportés sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Assurément, si par son indolence, sa négligence, ou parce qu'elle n'a pas un suffisant souci du progrès économique et technique, l'entreprise réalise de moindres profits, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance comme d'une raison légitime pour réduire le salaire des ouvriers. Mais si d'autre part, les ressources lui manquent pour allouer à ses employés une équitable rémunération, soit qu'elle succombe elle-même sous le fardeau des charges injustifiées, soit qu'elle doive écouler ses produits à des prix injustement déprimés, ceux qui la réduisent à cette extrémité se rendent coupables d'une criante iniquité, car c'est par leur faute que les ouvriers sont privés de la rémunération qui leur est due, lorsque sous l'empire de la nécessité, ils acceptent des salaires inférieurs à ceux qu'ils étaient en droit de réclamer. On s'inspirera enfin, dit Pie XI, dans la fixation du taux des salaires, des nécessités de l'économie générale. Nous avons dit combien il importe à l'intérêt commun des travailleurs et employés qu'ils puissent, une fois couvertes les dépenses indispensables, mettre en réserve une partie de leur salaire afin de se constituer une modeste fortune. Donc vous voyez que l'épargne doit être aussi prise en compte et encouragée parmi tous les employés et ouvriers. Mais il est un autre aspect de la question, à peine moins important, qu'on ne peut de nos jours moins que jamais passer sous silence. Nous voulons parler de la nécessité d'offrir à ceux qui peuvent et veulent travailler la possibilité d'employer leur force. Or, cette possibilité dépend dans une large mesure du taux des salaires qui multiplie les occasions de travail tant qu'il reste contenu dans de raisonnables limites et les réduit au contraire dès qu'il s'en écarte.
Nul n'ignore en effet qu'un niveau ou trop bas ou exagérément élevé des salaires engendre le chômage. Ce mal qui sévit tout particulièrement sous notre pontificat, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, et afflige un très grand nombre de travailleurs, les plonge dans la misère et les expose à mille tentations. Il consume la prospérité des nations et compromet par tout l'univers l'ordre public, la paix et la tranquillité. À comprimer ou hausser indûment les salaires dans des vues d'intérêt personnel qui ne tiendraient nul compte de ce que réclame le bien général, on s'écarterait assurément de la justice sociale. Celle-ci demande au contraire que tous les efforts et toutes les volontés conspirent à réaliser autant qu'il peut se faire une politique des salaires qui offre au plus grand nombre possible de travailleurs le moyen de louer leurs services et de se procurer ainsi tous les éléments d'une honnête subsistance. Donc vous voyez que tout ça est délicat et demande, vous voyez, un juste milieu qui doit tenir compte de toutes les circonstances. Quatrième partie, les applications pratiques. Nous l'avons dit, le prix d'un objet peut varier à l'extrême sans que change le travail nécessaire à sa fabrication. Pratiquement, le travail risque d'être continuellement secoué par les vicissitudes du marché des produits. Puisque le prix d'un objet peut varier sans que change le travail nécessaire à sa fabrication, on comprend que la juste rémunération du travail ne puisse être abandonnée aux variations capricieuses du marché ou de la bourse. C'est la même chose. Comprenons bien, aujourd'hui c'est la même chose, autrefois non. Comprenons bien la difficulté. D'une part, le travail qui ne varie pas ou presque. D'autre part, les marchés qui sont essentiellement mobiles, voire volubiles, c'est-à-dire qui font des montagnes russes. Il s'agit donc de réaliser entre un élément stable et un élément perpétuellement agité une union pacifique et durable. Le procédé consistera à placer entre chacun de ces éléments divers organismes appelés à assurer la liaison, mais surtout à servir d'amortisseurs, afin que soient réduits au maximum les heurts que les fluctuations des marchés risqueraient de faire subir à la main-d'œuvre. En bref, il s'agit de mettre le travailleur à l'abri des fluctuations du marché, de faire en sorte que la rémunération du travail ne soit pas victime des variations de prix. Les solutions ne manquent pas, aucune n'est parfaite. Aussi n'est-il pas question de choisir l'une ou l'autre, mais de les employer toutes, leur combinaison parvenant à corriger les imperfections partielles de chacune d'entre elles. Premier amortisseur, l'organisation de l'économie par corps de métier. La principale cause de l'insécurité des salaires, et donc des salariés, c'est le libre jeu de la concurrence dans ce qu'on peut appeler le mécanisme de la formation des prix, qu'il s'agisse du prix des produits ou du taux des salaires eux-mêmes. Nous avons vu que les uns comme les autres peuvent être sujets aux caprices de la loi de l'offre et de la demande. Alors que faire ? Faut-il par le moyen d'un dirigisme rigoureux combattre directement la concurrence, en fixant pour tout le monde les prix ? Nous sommes bien placés pour connaître les dangers autant que l'impuissance d'un semblable étatisme, d'une centralisation qui tend vers le communisme. Cela ne marche pas. Mais avant de pousser plus avant, prenons soin de noter que quelques réflexions indispensables à la compréhension du problème qui nous occupe. Elles ont montré au mécanisme de la formation des prix, par ce que les anciens appelaient l'estimation commune. Soit par exemple le marché d'un petit village comme il est facile d'en imaginer, village où chacun se connaît, où les conditions de vie sont à peu près égales pour tous. Tant que le marché se tient entre les gens du village, on constate que les prix s'y maintiennent comme traditionnellement, à la satisfaction générale et pour le bien de chacun. Pourquoi ? Simplement parce que les gens s'y connaissent, ils sont en rapport étroit et journalier, ils ont un besoin les uns des autres, et que s'il y avait un abus, si telle personne avait trompé ou exploité tel ou tel autre, ça se dirait, ça se saurait. Par une espèce d'accord tacite d'estimation commune, l'équilibre, la proportion des prix, s'établit normalement sur le marché,
voyez. Alors on pense tout de suite au marché des légumes, hein, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous avez le marché à bestiaux, le marché des chevaux. Dans les marchés agricoles, on va évaluer le prix d'une bête. Bon, ben, le vendeur comme l'acheteur se mettent d'accord sur un prix par rapport à une estimation commune, vous voyez, de ce qui se fait. Et si un vendeur fraude, cache des défauts de ses animaux, essaye de rouler ses clients, bon, effectivement, il va en voler quelques-uns, mais ça va très vite s'arrêter. Oui, ce genre de système ne fonctionne pas dans des petites sociétés où tout le monde se connaît. Si nous passons au contraire d'un marché entre proches qui se connaissent à un marché plus vaste, faisant intervenir des éléments éloignés et inconnus, là, nous risquons très fort qu'il y ait exploitation et injustice. Par exemple, lorsqu'il arrive sur le marché du village le grossiste des halles d'une grande ville, il n'y a plus avec les fermiers du village ni la connaissance mutuelle des conditions de vie, ni l'égalité des conditions. Et puis alors quand il s'agit d'Amazon, c'est encore pire. Les hommes se perdent de vue, pourrait-on dire, tant devient grande l'ampleur de leur commerce et de leurs relations. Évidemment, au temps de la mondialisation, quand les relations sont mondiales, eh bien les risques de fraude et de mensonges, de fraude, oui, de vol même, eh bien augmentent. Car ce que nous venons d'indiquer pour le marché des produits peut avoir lieu au marché à l'embauche de la main-d'œuvre. On le voit très bien avec les migrants, ou avec l'immigration avant eux. Dès lors que celui qui embauche ne connaît plus celui qui prend, dès lors que la bienfaisante communauté du village se trouve rompue par le trop grand nombre de ceux qui se trouvent en présence, rien n'empêche plus les relations d'employeur à salarié qu'elles deviennent inhumaines. Encore une fois, on a dépassé le cap des relations à la mesure de l'homme. Ce qui se trouve ainsi ruiné par le fait qu'on a dépassé ces relations à la mesure humaine pourrait être rétabli si on remettait en présence ce qui est plus grand que l'homme, ce qui le grandit, ce par quoi il se dépasse, à savoir des collectivités, des associations de métiers ou des corporations. Si on laisse les gens grouper, si on laisse les gens faire corps, à ce moment, la connaissance mutuelle des conditions et leur égalité approximative, qui n'existaient plus entre les individus, vont se retrouver entre groupes ou entre corps dans le marché. La connaissance mutuelle des conditions et leur égalité approximative, qui n'existait plus entre le fermier isolé d'un village et l'acheteur grossiste de Paris, vont pouvoir se retrouver entre l'organisation des fermiers de tel village et l'organisation des commerçants de telle ville. Il en sera de même à propos de l'embauche des travailleurs, si ceux-ci appartiennent à des corporations de métiers. On pourra donc retrouver, grâce à la connaissance mutuelle et à l'égalité approximative des conditions, le juste prix et le juste gain dans les conventions collectives de prix et de gain entre des gens faisant corps selon leur intérêt commun. Nous allons retrouver l'estimation commune dans la satisfaction générale. Comme il arrive de plus en plus dans le salariat, la justice ne peut être observée que si tous s'accordent à la pratiquer ensemble, moyennant des institutions qui relient les uns aux autres les employeurs, afin d'éviter une concurrence incompatible avec la justice due aux travailleurs. Alors, le devoir des entreprises et des patrons est de promouvoir, de soutenir ces institutions nécessaires, qui deviennent le moyen normal par lequel la justice peut être satisfaite. Telle est la voie de la sagesse. Ces institutions, ces associations professionnelles, ces corporations, ne sont autres que les éléments du régime corporatif qui seront le premier amortisseur chargé de préserver les travailleurs
contre les variations capricieuses d'une concurrence sans fin. Donc grâce à cet amortisseur des corporations, les fluctuations du marché de la main-d'œuvre peuvent être sensiblement réduites. Un barème étant établi par et pour les intéressés, tel patron n'ayant plus le droit de payer ses ouvriers à un taux plus bas que ses confrères, la loi de l'offre et de la demande, si elle ne cesse complètement de jouer, ne porte plus sur un chantage au salaire, mais elle tend à porter sur la valeur professionnelle de l'ouvrier, devenant ainsi plus qualitative que quantitative, ce qui du point de vue humain change tout. Les fluctuations du marché de la main-d'œuvre se trouvant ainsi sensiblement réduites, restent les vicissitudes du marché des produits. Il faut bien dire que les heures en sont les plus difficiles à parer. Nous venons de voir que l'organisation par corporation permet de les neutraliser en partie grâce à l'estimation commune. Donc je pense que le principe qu'il faut retenir ici de cette partie, c'est l'estimation commune, qui est la base, le principe de l'estimation des prix. Mais ce n'est pas suffisant. Il appartiendra aux deux amortisseurs suivants d'assurer et de prolonger cet heureux effet. Le deuxième amortisseur, après la corporation, ce sont les patrons. La caractéristique du salaire est la rémunération à échéance fixe. Si donc l'on admet que le salarié l'est au plein sens du terme, autrement dit, s'il a pour vivre que son salaire, on arrive à cette conclusion que le patron peut attendre alors que le salarié, lui, ne le peut pas. Dès lors, pour ce dernier, l'assurance du lendemain, par la constance et la stabilité de son salaire, est le but principal à atteindre. C'est tout le problème des ouvriers. Le bon salaire est celui qui permet d'arriver aux fins d'une existence honorable pour l'ouvrier et sa famille en lui garantissant la fixité du foyer, l'ascension professionnelle et en lui permettant l'épargne. Et je m'empresserai de rajouter non seulement l'épargne, mais l'investissement. Voyez, il faut que même les ouvriers qui arrivent à se constituer un petit capital, voyez, aient dès le départ comme objectif de pouvoir investir une partie de leur épargne pour bien augmenter leur capital. Ah, les bruits, c'est désirable, hein. Donc il nous reste à étudier comment le patronat peut à son tour préserver les salaires contre les fluctuations du marché. Que le patron soit un exploiteur, c'est là un des lieux communs de la propagande marxiste. Il n'est pas dans notre intention de prétendre que les patrons indignes n'existent pas. Il suffit d'ouvrir les yeux, bon c'est évident, dans toutes les professions, dans tous les degrés de la hiérarchie, il y a des truands, c'est évident. Ce que nous refusons d'admettre, c'est que le patron comme tel soit un exploiteur. Ce que nous nous proposons de démontrer, c'est l'unité sociale du patronat, les bienfaits qu'il peut rendre à la société, quand son rôle est judicieusement compris. Que le patron soit comme tel un exploiteur, c'est là une proposition qui découle de la révolution marxiste. Tributaire tout à la fois du marché de la main-d'œuvre et du marché des produits, le rôle du patron est double. Dans son usine, il est celui qui embauche, qui dirige, qui paie les ouvriers. Il est aussi celui qui vend à l'extérieur de l'usine le fruit du travail. Parce qu'il embauche, dirige et paye les ouvriers, c'est par là qu'il peut exploiter abusivement sa main-d'œuvre. Si le libéralisme lui permet, nous avons vu qu'une organisation par corporation peut l'en empêcher. Arrêter, bloquer dans ce sens, ne pouvant étendre la marge de ses bénéfices au détriment du salaire de ses ouvriers, le patron apparaît comme l'amortisseur idéal qui, placé entre les fluctuations du marché des produits et les salariés, protège ces derniers contre les coups de celui-là. Ce terrain, sans cesse mouvant d'une plus-value, disons de bénéfices toujours inégaux, voire incertains,
devient l'espace du patron et non plus de l'ouvrier. Certes, il n'est pas question de le présenter sous les traits d'une malheureuse victime, mais nous sommes loin de ce portrait marxiste des patrons travaillant à coup sûr, toujours à l'abri, derrière le rempart de bénéfices. Le rôle du patron apparaît dès lors comme aventureux et plein de risques, car il ne peut savoir à l'avance si ses espérances seront déçues, dépassées ou réalisées. Il connaît son prix de revient, mais il ne connaît pas son prix de vente. Lorsque pour poursuivre ces fabrications, deux solutions se présentent, entraînant chacune des prix de revient différents, aucune lumière ne peut, pour le guider, lui venir d'un prix de vente qu'il ignore encore. Le choix, la décision que cependant il doit prendre, il les prendra en aveugle. Il devra accepter de courir et son risque et sa chance. Son prix de vente, il ne le connaîtra que lorsque tout sera consommé, c'est-à-dire trop tard. Notez que lorsqu'il aborde enfin le marché avec ses produits finis, ce n'est pas le premier cours pratiqué ce jour-là qui importe pour lui, mais seulement celui qui lui sera, à lui personnellement, non seulement offert, mais effectivement payé. Car il y a encore un aléa possible entre la promesse d'achat et le règlement définitif. Au patron donc de calculer la valeur probable du résultat de l'entreprise. À lui de connaître les limites dans lesquelles il doit se renfermer pour trouver un profit. À lui de faire appel aux capitalistes, de choisir ses ouvriers, de débattre avec eux les conditions de leur concours, à lui de tout mettre en œuvre si l'entente s'établit, ou de ne rien édifier si les conditions sont telles qu'il ne puisse agir sans témérité. On le voit, le rôle du patron est dans l'œuvre de la production le plus difficile, le plus important et le plus périlleux. Disons qu'il tient ses droits de l'utilité autant que de la difficulté de son rôle. C'est ainsi que, sans oublier qu'il a beaucoup de devoirs, on ne saurait légitimement accepter qu'on en puisse compromettre ou porter atteinte, par quelque procédé que ce soit, au rang et à la fonction de chef que semblable responsabilité implique. Le patron va être sujet à deux sortes d'attaques. Premièrement, les attaques peuvent venir de ceux qui crient à l'inutilité de la fonction patronale et qui veulent collectiviser l'entreprise. Ce qui précède suffira, pensons-nous, à démontrer l'inanité de semblables prétentions. Disons que les travailleurs, s'ils sont judicieux, comprendront que là n'est pas leur intérêt. Justement, ce serait supprimer l'amortisseur entre eux et le marché. Les autres attaques, les autres menaces qui risquent de corrompre le rôle autant que la mission des patrons, viennent de ce que, faute de mieux, nous appellerons la conception moderne du capitalisme. Il n'est pas rare que les entreprises atteignent de grandes dimensions, qu'elles aient besoin de faire appel à des capitaux autres que l'apport de ceux qui travaillent. Ces derniers doivent donc recourir à un apport extérieur, qu'on appelle les actionnaires. Mais cet apport extérieur n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui travaillent. Par conséquent, il n'a aucun droit de commander l'entreprise. Et c'est justement le drame de l'économie moderne actuelle, c'est que ce sont les actionnaires qui commandent et les ouvriers qui sont obligés de se plier aux diktats des actionnaires. Ce qui est vrai jusqu'à l'hôpital. Rémi pourrait nous en parler. C'est catastrophique. Si l'hôpital est dans l'état où il est aujourd'hui, c'est à cause du fait que ce sont les actionnaires, en particulier les fonds de pension américains, qui dictent la loi de plus en plus. Alors, dans l'hôpital public, c'est peut-être d'une moindre partie, mais en tout cas dans les cliniques privées, c'est tout à fait ça. Les cliniques privées sont tombées aux mains des actionnaires. Ainsi que chacun sait, il n'est pas rare, quand elles atteignent de grandes dimensions, que les entreprises aient besoin de faire appel à des capitaux donc, extérieurs. L'argent par lui-même ne peut en aucune façon être considéré comme propriétaire, car la propriété est un privilège de la personne. Donc en aucun cas les investisseurs ne deviennent propriétaires. Ça c'est un principe fondamental qu'il ne faut jamais oublier.
Donc actionnaires et investisseurs ne sont pas propriétaires. L'argent doit rester serviteur et ne peut pas commander. Quant à l'homme, il ne peut abdiquer les responsabilités sociales qui s'attachent à la propriété pour ne rechercher que le profit. Donc une prépondérance illégitime du capital anonyme dans l'entreprise est d'autant plus intolérable qu'elle s'accompagne parallèlement d'une dépréciation de la direction et de la main-d'œuvre, cause principale de la valeur des produits fabriqués. Il sera juste que ceux qui engagent ainsi un capital puissent contrôler l'usage qu'on en fait et qu'ils puissent par conséquent constituer un conseil de contrôle. Alors, effectivement, contrôler la bonne gestion de l'entreprise quand on y a investi des millions, c'est normal. Mais contrôler ne veut pas dire diriger. Oui. Les entreprises n'appartiennent qu'à ceux qui les font vivre par leur travail et ne peuvent avoir d'autre direction que la direction de celui qui est le chef du travail, qui est le chef de l'entreprise, c'est-à-dire le patron. Il faut donc se garder de confondre le capitalisme et le patronat. L'idéal serait que le patron soit aussi le capitaliste. Et que le patron soit le propriétaire du capital investi dans l'entreprise. Alors ça, c'est l'idéal. Sauf que maintenant, ça n'existe plus. Mais ça a eu existé il y a longtemps. Oui. Il arrive très souvent aujourd'hui que le capitalisme détruit le patronat en remplaçant le patron personnellement responsable et maître de son entreprise par une union anonyme de capitaux. Ce qu'on appelle la société anonyme à responsabilité limitée. Ça, c'est une nouvelle structure des entreprises. Ainsi se corrompent les rapports personnels, seuls véritablement humains. Il arrive trop souvent que ce ne sont plus les besoins humains qui règlent, suivant leur importance naturelle et objective, la vie économique et l'emploi du capital, mais au contraire le capital et ses visées de profit qui déterminent quels besoins il faut satisfaire et dans quelle mesure ils doivent être satisfaits. Ce n'est donc pas le travail humain destiné au bien commun qui attire le capital à soi et le met à son service, mais bien au contraire, c'est le capital qui met en branle le travail, ici ou là, et déplace l'homme comme une balle à jouer. Alors c'était vrai, bien sûr, du temps de la révolution industrielle, mais au temps de la révolution mondiale, de la mondialisation de l'économie, c'est encore plus vrai. Vous voyez, les hommes sont déplacés d'un pays à l'autre, d'un bout du monde à l'autre, selon les besoins du capitalisme. Tel est donc défini le rôle du patron dans une organisation économique digne de ce nom. Empêchés par celle-ci de s'exercer aux dépens du salaire de leurs ouvriers, leur éventuelle cupidité ne peut que les pousser à aller de l'avant, à faire preuve d'initiative et d'ingéniosité, pour essayer d'augmenter par une gestion, une administration plus adroite, la marge des bénéfices qui est leur part. Bien loin d'être une cause de scandale, nous sommes persuadés qu'à une échéance plus ou moins brève, il ne peut y avoir là qu'une nouvelle source de bien-être et de prospérité pour l'ensemble des travailleurs. Mais le contraire peut se produire, l'entreprise peut péricliter, le travail venir à manquer. C'est bien le cas aujourd'hui, on a forcé les entreprises à s'arrêter, donc par la force des choses, le travail vient à manquer. Le patron peut être à bout. C'est ici qu'apparaît la nécessité d'un nouvel et troisième amortisseur pour préserver le travail contre les fluctuations et l'erreur du marché. Donc troisième amortisseur, nécessité d'un patrimoine. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je m'empressais de rajouter qu'à l'épargne de chaque ouvrier, de chaque employé, doit s'ajouter les investissements, parce que les investissements constituent le patrimoine, qui est le troisième amortisseur par rapport aux fluctuations du marché. Supplément pour aptitude ou rendement individuel, allocation pour charge de famille. On s'en souvient, le salaire que nous préconisons ne se présente pas sous la forme d'un seul élément, mais comme étant la somme de plusieurs. Ces divers éléments, qui doit le verser? Le patron,
Sans doute, les devoirs du patron sont nombreux et normaux. Il est juste qu'ils le soient. Pour être juste, toute élévation doit être envisagée comme une charge. Noblesse oblige. Il serait vain de croire, pourtant, qu'il appartient au patron d'assurer, ou ce qui pratiquement revient au même, que les patrons en général puissent assurer à eux seuls et de façon convenable le versement de tous ces éléments. Au sujet du surplus qui doit être accordé aux pères de familles nombreuses, on considère comme parfaitement en règle avec la justice commutative le patron qui observe l'égalité entre le salaire et la valeur du travail produit. Or, prétendre que la valeur du travail produit varie suivant le nombre des enfants et par suite inclut l'obligation au salaire familial, ce serait dire une énormité. Il serait dangereux d'obliger le patron, quoique certains le fassent de leur plein gré, de payer plus cher le père de famille que le célibataire. L'obligation de ce remède ne laisserait pas de présenter quelques inconvénients. À bref délai, les portes des usines risqueraient de n'être ouvertes qu'aux seuls célibataires ou aux ouvriers mariés sans enfants. De toute évidence, la sagesse demande que cet élément, qui dans le salaire est destiné à subvenir aux besoins et aux charges sociales du travailleur, s'ajoute certes à la paye proprement dite du patron, mais sans que le patron soit obligé de le verser. Dès lors, qui devra le faire? La mentalité moderne répond l'État, par le biais des allocations familiales. On sait ce qu'il faut penser des solutions étatiques, mais il se trouve que pour des cas particuliers, les conséquences sont particulièrement désastreuses. En plus des mots habituels que l'on connaît, viennent s'ajouter quelques autres qui suffisent à rendre la formule inadmissible. Le plus grave de tous est que si des allocations d'État atteignent des taux vraiment élevés, elles poussent inévitablement les pères de familles nombreuses à la paresse en leur donnant la tentation de vivre très pauvrement sans doute, mais sans travailler les allocations qu'ils reçoivent. Si au contraire, on retire les allocations d'État au chef de famille chaque fois qu'il cesse de travailler, pour les lui rendre dès qu'il reprend son travail, c'est se condamner à voir se développer outrageusement les formalités administratives qu'entraînent forcément ces opérations, d'où l'hypertrophie des services de fonctionnaires. En outre, il est choquant de voir l'État retirer ses allocations à une famille précisément à l'instant où la perte du salaire de son chef les rend particulièrement indispensables. Alors, excusez-moi, il faut que je fasse une pause. Les inconvénients d'ordre financier aux allocations d'État ne sont pas moins suggestifs. Car les sommes nécessaires au paiement d'allocations élevées sont si considérables qu'aucun pays ne pourra les verser sans mettre en péril l'équilibre de son budget ou d'augmenter considérablement son déséquilibre si ce budget est déjà branlant. Au reste, d'où pourraient bien venir les sommes nécessaires au versement de ces allocations, sinon des sources même de richesse de la nation, c'est-à-dire sa production fruit de son travail. Pourquoi dès lors ne pas prendre ces richesses à leur source? On éviterait ainsi le circuit étatique aussi stupide que ruineux. Le problème se pose donc ainsi. Quel organisme trouver qui, supérieur au patron, puisse fournir à l'ouvrier ce surcroît que le patron n'a pas à lui donner? Il est difficile de ne pas répondre en désignant le métier ou la profession, ou si on préfère, tel organisme indépendant en liaison directe avec eux. Pour peu d'ailleurs qu'on se soit penché sur ce problème, la solution est évidente. En dépit de l'anarchie sociale et économique qui leur ont servi de cadre, toutes les expériences qui furent faites dans ce sens ont été concluantes. Les allocations familiales professionnelles ne présentent aucun des inconvénients des allocations d'État. Seuls en effet les chefs de famille qui travaillent peuvent en bénéficier. Ceux qui cessent de travailler les perdent automatiquement et n'ont plus droit qu'aux allocations de chômage, qui ne leur sont versées que s'il est prouvé que leur chômage est véritablement involontaire.
Il n'est donc pas à craindre que les chefs de famille nombreuses soient incités par leurs allocations à vivre sans rien faire. L'allocation familiale professionnelle est un complément du salaire ou du gain, ou plus exactement, elle est une part de la rémunération du travail. Elle n'est donc obtenue que grâce au labeur du chef de famille. Ainsi, il apparaît que pour résoudre le seul problème que pose la nécessité de verser à l'ouvrier une allocation familiale, la création d'une caisse, véritablement une réserve, est indispensable. Est-ce à dire que le patrimoine dont nous parlions soit précisément cela? Non. Nous voulions seulement démontrer que la nécessité nous obligeant à parvenir où nous sommes, il serait ridicule de s'en tenir à ce commencement. Puisque bon gré mal gré nous nous trouvons à mi-chemin, autant parvenir jusqu'au terme, c'est-à-dire développer rationnellement les possibilités offertes par cette première caisse, cette première réserve, et arriver à la constitution d'un véritable patrimoine de métier ou de profession susceptible de réaliser ce rôle de troisième amortisseur dont nous avons parlé. Dernière ligne de défense, pour que soit assurée dans les pires circonstances la stabilité des ressources des travailleurs. Les utilisations qu'on en pourrait faire sont tellement nombreuses qu'il est impossible de les concevoir a priori. Il semble pourtant que son premier rôle soit d'être l'élément régulateur et stabilisateur de la rémunération des membres du métier ou de la profession. Quatrième et dernier amortisseur, l'État. En dernier lieu, dans le cas où tel métier, telle profession se trouverait par trop déshérité, ou bien encore dans le cas d'une crise générale, il serait temps de recourir à l'État. Exceptionnellement, c'est à lui qu'on devrait réclamer aide directe et subsides. Avant d'en arriver là, il pouvait aider considérablement le monde du travail en prescrivant de grands travaux. Si le mal est partiel, si telle ou telle branche de l'économie est atteinte seulement par la crise, l'État peut apporter une aide d'autant plus efficace qu'elle est plus exceptionnelle, plus rare, et en même temps que rigoureusement adaptée à un cas bien déterminé. Alors qu'aujourd'hui, on fait intervenir l'État dans tous les domaines pour un oui ou pour un non. L'État doit tout régler. C'est pas à l'État de régler tout ça. C'est pas à l'État de régler les retraites. C'est pas à l'État de régler les salaires. Ce n'est pas à l'État de régler la gestion des entreprises. Cinquième partie, plus haut que la justice, la charité. Léon XIII et Pie XI parlent de ce qui appartient au devoir de la justice commutative et des autres devoirs en disant qu'on ne peut exiger l'accomplissement que par voie de justice. Comme la justice, en effet, la charité est et donc doit être un lien social, mais d'une autre nature. C'est un lien destiné à unir les hommes entre eux par des relations spéciales de dévouement, d'amour, de reconnaissance et de fidélité. Mais notez tout de suite que la charité peut se développer sur le socle de la justice. S'il n'y a pas de justice, jamais vous ne pourrez mettre de charité. La charité qui n'est pas basée sur la justice n'est pas de la charité. Il n'y a pas de charité injuste. Ça n'existe pas. La charité est un devoir comme la justice, non moins strict, devant Dieu, mais il ne crée pas, dans le pauvre, un droit corrélatif dont il puisse exiger l'accomplissement. Trop souvent, dans ces questions si complexes, on considère un point de vue presque exclusif. Les uns tirent du côté de la justice, au point de considérer la charité comme une injure. Les autres tirent du côté de la charité pour mieux échapper aux strictes et impérieuses sommations de la justice. Le monde moderne, dont le soin principal est de chasser le divin partout, est si bien parvenu à ses fins qu'il n'est pas rare de voir les meilleurs ébranler et taire la charité. Au chapitre des relations sociales et économiques, le mot fait peur. Ainsi que chacun sait, il n'est pas jusqu'au légitime refus du paternalisme qui ne dégénère et qui ne devienne un argument pour méconnaître ou rejeter ce qu'il doit y avoir de paternel dans l'attitude du patron
envers ses employés et de filiale dans l'attitude de ceux-ci. Et dans les entreprises d'avant mai 68 et même d'avant la Deuxième Guerre mondiale, les patrons avaient ce côté paternel qui rendait une entreprise très humaine, qui rendrait les relations agréables, presque affectueuses. Voyez, et ça, c'est irremplaçable. Et on a perdu complètement ça. Et parce que les révolutionnaires, les syndicats révolutionnaires, voyez, ont interdit aux patrons une attitude paternaliste. Et ça a été la ruine des relations sociales dans l'entreprise. Hein, pour installer au contraire des relations de conflit permanent, de défiance, de méfiance, et tout ce que ça entraîne. Ne rien devoir à personne, et surtout ne reconnaître aucune supériorité, aucune autorité, n'accepter aucun lien, pas même ceux de la plus stricte reconnaissance, telles sont les folles prétentions de la Révolution et de son orgueil. Il y aura toujours des pauvres parmi vous, cette formule, notre civilisation égalitaire, révolutionnaire et impie refuse de l'accepter. Conclusion, répartition des bénéfices. Ceci étant posé, remontons au principe. L'assurance du lendemain, avons-nous dit, tel est le premier bien que la sagesse exige de donner aux salariés. Partant, le bon salaire doit remplir deux conditions. Il doit être suffisant, il doit être stable et constant. Les salaires actuels remplissent-ils ces deux conditions? Si oui, l'essentiel étant assuré, on peut se permettre de tenter des expériences et augmenter leur taux par ce que l'on peut considérer comme un surcroît. Sinon, si le problème du salariat reste à résoudre, ce n'est pas à la participation à des bénéfices variables et incertains par définition qui permettra de résoudre le problème. Bien au contraire, elle ne servira qu'à brouiller la claire intelligence des principes fondamentaux. Nous l'avons dit, le patron peut attendre, le salarié ne le peut pas. Si donc ce dernier, son salaire étant insuffisant, attend pour vivre cette part qui doit lui revenir des bénéfices de son patron, ce sera, on l'imagine, avec impatience et nervosité. Si les bénéfices sont substantiels et si le patron est scrupuleux, tout ira bien. Et que les bénéfices soient minces, voire inexistants, les choses risquent d'aller moins bien. Ce qui avait pour but la concorde sera le ferment de conflit. Comme il est naturel à ceux dont les ressources sont insuffisantes, le salarié s'aigrira et mettra peut-être en doute la bonne foi de son patron. À la limite, il demandera à voir les livres et voudra tout contrôler. Nous voici voguant à pleine voile vers la constitution d'un soviet. Encore, nous sommes-nous gardés de mettre en doute la bonne volonté du patron. S'il est déloyal, la supercherie ne tardera pas à être générale. On nous objectera qu'il n'est pas question de concevoir cette participation aux bénéfices comme un surplus s'ajoutant mensuellement au salaire, mais qu'il serait facile, par un système d'action, d'intéresser ce dernier à la prospérité de l'entreprise. La solution est ingénieuse, et en effet, elle existe dans un certain nombre d'entreprises. Donc, une partie de salaire ou de primes sont distribuées en actions d'entreprise. Cette participation des ouvriers et des employés au capital de l'entreprise est une très bonne solution. Et encore une fois, ça dépend des circonstances. Ce n'est pas une solution générale qui peut être appliquée partout. Hein. Mais dans la mesure où c'est possible, où c'est réalisable, voyez, c'est bénéfique pour tout le monde, et pour le patron, et pour les ouvriers. Au surplus, semblable solution repose sur un principe dont l'excellence n'est pas aussi certaine qu'on ne croit, savoir le rattachement étroit du salarié à l'entreprise, que ne laisse pas d'impliquer pareil système. Nous savons qu'il est imprudent de lier trop rigoureusement le sort d'un travailleur au sort de l'entreprise, et ceci pour la raison qu'il n'est pas dit qu'elles doivent nécessairement prospérer, qu'elles peuvent faire faillite, qu'il importe dès lors au plus haut point que les ressources du travailleur soient à l'abri de tels risques, et que dans le cas de faillite notamment, le capital, fruit de son épargne, ne soit pas englouti. En quelques mots, et pour conclure, la participation aux bénéfices ne saurait être la solution qu'on doit souhaiter au problème du salariat. Contrairement à ce que l'on pense assez souvent, la disparition du prolétariat dépend moins peut-être d'une augmentation
des salaires que de leur stabilité, de leur paisible et sûre régularité. Un prolétaire peut être richement payé, en effet, et n'en pas moins demeurer un prolétaire. La participation aux bénéfices ou à la production excellente, si on la considère comme un surcroît, est d'un intérêt nul si on prétend en faire une pièce maîtresse du problème de la rémunération du travail. Encore une fois, ce n'est pas en participant à des bénéfices ou à une production instable et mouvant par nature que le prolétaire échappera à la sécurité et à la stabilité, ou que l'on arrivera à défendre les travailleurs contre les heurts du marché. Mais oui, parce qu'il faut que l'entreprise, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas forcément bon pour toutes les entreprises. Vous voyez, mais des entreprises qui sont très stables depuis toujours, vous voyez, des entreprises comme Total, Vuitton, qui sont depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années dans des profits, dans une stabilité quasiment inébranlable. Voyez, bah là, c'est bien de faire participer les ouvriers aux bénéfices, parce qu'il y a la stabilité. Mais pour des petites entreprises, des petites structures, là, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Donc, tout est une question de circonstances. Oui. Mais le principe, pour cette question de bénéfice, c'est la stabilité. Le principe pour le salaire, c'est la stabilité. C'est comme ça que l'ouvrier ou l'employé pourra faire de l'épargne, faire des investissements et se constituer un capital sur la durée. Et qu'on leur donne d'abord un salaire capable de leur assurer une existence honorable et paisible. Il sera temps alors de compléter ce qui est indispensable par des choses qui le sont moins. Le premier soin de la charité, c'est d'abord de donner ce que réclame la stricte justice. Voilà ce que je disais tout à l'heure. La charité ne peut se développer que sur le socle de la justice. Bien. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez utiliser le chat ou ouvrir votre micro. Alors, question des frères Gauthier. Étant donné que la taille de la famille dépend de la prudence des époux à faire des enfants en fonction de leur salaire, la justice ne demande-t-elle pas aussi au patron d'une PME, qui n'a pas forcément le potentiel économique de subvenir à une grande famille, de pouvoir justement ne pas proportionner le salaire à la taille de la famille et ses salariés? Bah oui, j'ai répondu dans la conférence qu'effectivement, ce n'est pas au patron d'assurer cette charge, mais à une caisse professionnelle, commune. Autre question. Je suis surpris que cet exposé ne suscite pas plus de questions, parce que c'est tellement actuel, c'est tellement riche, à moins que tout, effectivement, toutes les réponses étaient contenues dans l'exposé. Très bien. Ma question concerne... Merci de vous présenter. Vous êtes qui? Oui, je suis Louis Saglio. D'accord, bonjour, oui. Oui. Ils reçoivent énormément, oui. Et pourtant ils ne produisent pas de biens. Ah non, mais parce que on ne produit pas forcément des biens, on peut produire des services ou de l'enseignement. Enfin, l'enseignement, c'est aussi un service. Il n'y a pas que les biens. C'est que le propriétaire d'immeuble, eh bien, il rend le service en mettant à disposition des gens, justement, de quoi les loger. C'est pour ça qu'il doit être rémunéré. Et il a des charges pour ça. Il faut bien que il paye. C'est lui qui paye tout l'entretien de l'immeuble. C'est pas les locataires. Donc c'est normal qu'il soit payé. Ça, je suis bien d'accord. C'est pour ça que moi j'avais coupé le son, comme ça j'étais plus tranquille. Ah, il y a eu un bruit d'enfer là dans cette conférence. Je suis bien d'accord. Oui, et paye beaucoup d'impôts aussi, c'est vrai. Maintenant, moi j'aimerais bien. Alors merci Axel. Mais j'aimerais bien que Pierre-Loïc et Axel nous fassent participer à leur expérience concrète. Alors, Axel nous demande, avec toutes les charges que subissent les patrons, est-il encore possible de pratiquer tout cela?
Ben ça, c'est à Pierre-Loïc de répondre. Mais moi, je vous ai exposé, si oui, la doctrine catholique. Après, évidemment, pour la mettre en pratique dans les circonstances actuelles, les lois d'aujourd'hui rendent l'exercice du patron beaucoup plus difficile, évidemment. Mais il fallait rappeler les principes catholiques pour comprendre comment cela doit fonctionner dans l'idéal. La première chose à restaurer, ce sont les corporations de métier. Les entreprises ne pourront pas s'en sortir, voyez, surtout avec la mondialisation, qui est un fait. Et ça, si vous voulez, c'est pas parce qu'on est catholique qu'on est contre la mondialisation. Hein. On est contre le gouvernement mondial, mais la mondialisation, c'est un fait. La preuve, c'est que, vous voyez, la MEAT, vous êtes en relation avec la Chine et tout, l'Italie, enfin, une entreprise franco-française, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, le problème, c'est pas la mondialisation. Le problème, c'est que l'entreprise est toute seule face au marché mondial. Et c'est ça qui est pas normal. Et pour parer justement à ces fluctuations mondiales, il est impératif de recréer les corporations de métier. Alors, question de Florian. Mais des corporations de métier, c'est plus adapté pour une société basée sur l'artisanat? Non, pas du tout. Absolument pas. Ça, la preuve, c'est que les corporations de métier, elles ont été rétablies sous Vichy. Pétain avait encouragé ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées à l'économie moderne. Hein. Alors évidemment, il ne s'agit pas de refaire exactement ce qui avait en cours sous l'Ancien Régime. Hein, il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Hein. Après, on a une intelligence pour inventer les solutions, mais le principe de la corporation est tout à fait... D'ailleurs, je ferai une prochaine conférence uniquement sur la question des corporations. Là, j'ai juste évoqué la chose par rapport au fait que ça amortissait, voyez, les fluctuations du marché. Mais je ferai une conférence complète uniquement sur les corporations. Alors, question d'Hilaire. L'économie doit-elle rester à l'échelle nationale en priorité? Oui, bien sûr. Mais une économie nationale, aujourd'hui, ne pourra pas faire l'économie des relations mondiales. Forcément. Avec les moyens de transport actuels, vous ne pouvez pas vous dire, on n'a plus aucun échange avec le monde, c'est pas possible. Alors, à quel stade l'automatisation du travail? Ah, très intéressante question de Louis. À quel stade faut-il limiter l'automatisation du travail? Alors ça doit être le fruit d'une réflexion commune. Moi, j'ai pas de solution toute faite. Personnellement, si vous voulez mettre des robots à la place des ouvriers dans les chaînes de montage en usine, ça ne me dérange pas du tout. Parce que pour moi, les chaînes de montage, le travail à la chaîne, qui a été institué par Ford, là, qui nous vient des Amériques, est totalement abrutissant et déshumanisant. Donc autant que ce soit des robots qui le fassent. Voyez, mais à condition qu'on remette à l'honneur que les corporations favorisent, si vous voulez, l'artisanat, les petites et moyennes entreprises, pour tout ce qui est Enfin, c'est toute il faut repenser le travail en termes d'artisanat et non pas de travail à la chaîne de surconsommation. Vous voyez, il faut arrêter l'économie de quantité pour revenir à une économie de qualité. Ça, c'est le maître mot. C'est ce qu'on avait dit au début de la conférence, là, de l'exposé. Il faut revenir à la qualité, non plus à la quantité. Pourquoi l'automatisation a pris une telle place? C'est parce que la quantité a explosé. Ouais, ça continue de bricoler. Hein. Que dire des entreprises pyramidales? C'est intéressant à condition que tout le monde soit honnête. Vous voyez? Surtout ceux qui sont en haut.
ce qui concrètement n'existe pas aujourd'hui, hein. Donc, toutes les entreprises pyramidales que j'ai connues un petit peu de près, parce que je me suis intéressé à un moment donné, parce qu'ils ils vendaient des produits vraiment d'excellente qualité, elles sont tous cassés la figure, parce que justement en haut, vous avez des gens malhonnêtes, et donc ceux qui sont en bas n'arrivent pas au profit qu'on leur fait miroiter. Alors, pour moi, les entreprises pyramidales, c'est un petit peu le miroir aux alouettes et c'est pas franchement, euh, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Ça peut être une solution, comment dire, dans le contexte, dans un contexte de trouble, c'est une sorte de système D, mais une économie ne peut pas fonctionner avec des entreprises pyramidales, c'est pas possible. Une entreprise réelle fonctionne avec des entreprises, avec des entreprises locales, vous voyez, traditionnelles. Voilà ce que c'est ça. Le travail de nuit est-il permis? Bah oui, bien sûr. Après, en soi, il n'y a pas de faute à travailler la nuit. Maintenant, c'est comme il n'y a pas de faute à travailler le dimanche. On va dire. Après, il faut savoir quel travail. Il y a des travaux, il y a des métiers qui sont pas permis le dimanche. Le travail de nuit, bah, c'est pareil. Si on tient une discothèque, une boîte de nuit ou des choses ou des établissements immoraux, bah, c'est pas permis. Donc tout est pas une circonstance. Maintenant, le fait de travailler la nuit a toujours été autorisé puisqu'il y a enfin depuis qu'il y a l'électricité, disons. Avant l'électricité, c'était différent. Il y avait le couvre-feu, personne travaillait la nuit. Mais depuis qu'il y a l'électricité, il y a certaines usines qu'il faut absolument faire travailler la nuit. Donc bon. Et puis si, qu'est-ce que je raconte? Avant l'électricité, il fallait bien travailler la nuit dans les hôpitaux, par exemple. Il fallait des gens, des infirmières pour garder tous les malades. Donc, si vous voulez, oui, le travail de nuit, ça dépend des circonstances. Encore une fois, il faut voir les cas particuliers. Le pyramidal est interdit, ça n'existe pas en France. Bon, oui, bah alors appelez ça, je sais pas comment. Alors, si ça s'appelle pas pyramidal, ah oui, le MLM, voilà. D'accord, ok. Bon, enfin, moi, quand je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai répondu, je pensais au MLM, c'est-à-dire le marketing de réseau, qui est effectivement tout à fait légal. Euh, euh, Ah, 3 fois 8. Le travail de nuit, 3 fois 8. Ben oui, les 3 bits, je vois pas où est le problème, en soi. Euh, Travail de nuit. Après, c'est une question de la santé. Le travail de nuit, c'est le cas de le dire, nuit à la santé. Alors il faut que ça soit vraiment indispensable. Mais il y a beaucoup de métiers hein, qui nuisent à la santé depuis toujours. Ah voilà, Pierre-Loïc, tu t'es fait dénoncer là. Ah, ça y est, maintenant on tient le coupable. Ah d'accord. Bon, Plaît-il? Bonjour, monsieur. 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 bon.